Bonjour Charlotte Comtesse, Bonjour. responsable plaidoyer d'Utopia 56, asso de soutien aux personnes en migration. Ces personnes ont pour beaucoup un statut qui doit les protéger, notamment des Irakiens, des Kurdes, des Érythréens, des Soudanais, mais malgré ça, ils sont toujours plus nombreux à mourir en mer sur des embarcations bricolées. Comment vous l'expliquez? Ça, on l'explique surtout du fait des politiques européennes, des politiques migratoires européennes, qui ne permettent pas en fait, aux gens de trouver refuge et de se stabiliser dans un État européen, et qui du coup, au fur et à mesure de leur parcours migratoire, vont être contraintes d'avancer toujours plus et de se déplacer. Et donc, en l'occurrence, par exemple, on va retrouver des personnes de ces nationalités-là à la frontière franco-britannique, à Calais et Grande-Synthe, sur toute la bande littorale, et qui effectivement vont être contraintes de prendre la décision, de prendre la mer dans des conditions horribles, parce que c'est des conditions complètement bricolées, improvisées et facilitées par les réseaux de passeurs. Mais voilà, c'est des nationalités qui devraient pouvoir être protégées et avoir l'asile, et pourtant on les retrouve à prendre la mer et à éventuellement mourir en mer, quoi. Tu dis que le discours médiatique cible beaucoup plus comme bouc émissaire les passeurs, mais ce n'est pas eux qui sont le responsable une fois que ces personnes en migration sont arrivées. C'est plus la question de qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire en fait pour faire en sorte que ces personnes soient mieux prises en charge. Si les discours politiques voulaient vraiment, et les politiques publiques qui devraient régir l'accueil des personnes en migration, si tout ça se voulait cohérent, surtout quand on parle de lutte contre les réseaux de passage, si on veut faire en sorte que l'existence des réseaux de passage cesse, il faut juste permettre la liberté de circulation et la possibilité à toutes ces personnes d'arriver, que ce soit en Europe ou dans un pays frontalier à leur pays d'origine, ou alors jusqu'en Angleterre, et donc en traversant la Méditerranée, etc., de manière sûre, en fait. Parce que, étant donné que ces frontières sont censées être infranchissables parce que l'Europe organise l'externalisation de la gestion de ses frontières depuis des pays tiers à l'Union européenne, il y a tout un dispositif de surveillance, de contrôle qui est hyper brutal, qui est hyper sophistiqué, et donc le passage est très compliqué. Mais il est nécessaire pour ces gens parce que ces personnes vont continuer de vouloir fuir et soit de rejoindre un autre pays ou l'Europe en général. Et donc forcément, il y a des réseaux de passage qui s'organisent. Donc pour toi, il n'y aura jamais d'arrêt de la migration. Pour le coup, on prend le problème à l'envers. On criminalise d'abord les passeurs plutôt que donner plus de moyens supplémentaires, par exemple aux associations, pour une meilleure prise en charge de ces personnes en migration. Mais en fait, on criminalise plein d'acteurs, plein de figures. On va criminaliser la personne migrante, la personne en migration, on la criminalise de partout en fait. On va évidemment criminaliser le réseau de passage. Et ensuite, on a vu aussi qu'on criminalise les associations de soutien aux personnes une fois qu'elles sont arrivées sur les territoires européens ou français, hein. Et ça, les associations, qu'elles soient pour certaines avec des subventions d'État, ou alors comme la nôtre à Utopia 56 où on n'a aucune subvention d'État, on est tout autant criminalisé. Donc en fait, on va criminaliser tout l'écosystème qui va parler de la migration et de l'accueil, et en imaginant que tout ça va permettre tout ça, ça s'inscrit en fait dans une stratégie de dissuasion et de harcèlement en fait, parce que du coup, voilà, pour dissuader de plus en plus, il faut harceler de plus en plus. Il y a un harcèlement des personnes en migration pour toi? Ah oui, c'est très clair. Ben, c'est même pire que ça, c'est que c'est des politiques qui sont meurtrières, quoi. C'est que les gens meurent quand on les empêche de migrer, les gens meurent quand elles arrivent dans nos pays. C'est au-delà du harcèlement, quoi. Et même les associations, pour certaines, sont harcelées, entre guillemets, par les politiques publiques qui sont liées à la migration, ou même par les forces de l'ordre sur le terrain. Enfin, il y a un vrai harcèlement pour montrer qu'on fait tout pour empêcher la migration, montrer qu'on lutte contre des soi-disant réseaux de passage qui devraient pouvoir être démantelés, sauf qu'un réseau de passage, ça va continuer d'exister tant que les frontières seront rendues de plus en plus étanches. Donc c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter. La migration, c'est un fait social. On ne peut pas lutter contre un fait social, en fait. Une 57e personne est décédée hier matin, 29 octobre, lors d'une tentative de traversée de la Manche. Les secours étaient dépassés, a tweeté Utopia 56.
Racontez-nous et comment vous expliquez l'absence de voies de passage sécurisées. Est-ce que là aussi il y a une vraie volonté derrière politique et peut-être un peu cynique de fermer ces passages sécurisés? Oui, ce qui se passe, alors oui, ce matin, il y a quelqu'un qui est décédé. On attend éventuellement d'ailleurs un bilan plus lourd parce qu'il y a des cas d'hypothermie sévère. Il y a des gens qui ont dû être héliportés. Donc voilà, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Donc on s'attend éventuellement à un bilan encore plus lourd en termes de décès. Évidemment, tous les services font leur maximum. Les services de secours en mer, les services de secours à terre aussi font leur maximum. Mais il faut se rendre compte que c'est des situations humanitaires. C'est pas juste du sauvetage de quelques personnes voilà, sur un bateau de pêche. C'est que potentiellement, selon les conditions météo, on a plusieurs centaines de personnes qui prennent la mer à un même moment. Donc toutes sont dans des moments déjà de stress, d'angoisse très forte, de panique. Elles savent très bien, ces personnes, qu'elles prennent un risque énorme. Donc déjà, c'est très effrayant en fait. Et les secours eux-mêmes en fait, se retrouvent dans des situations où une embarcation en détresse, en fait, c'est au moins 60 personnes en moyenne, avec des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui sont déjà inconscients, des gens qui sont éventuellement à l'eau. Parfois, il y a des nourrissons. C'est flippant, quoi, c'est ahurissant. Et personne n'est préparé à ça parce que du coup, les modalités d'intervention dans la Manche pour réaliser des sauvetages ne sont pas réellement adaptées au sauvetage de masse humanitaire, en fait. D'ailleurs, il y a aussi des gendarmes qui ont secouru des personnes en migration qui sont aussi victimes d'hypothermie. Oui, alors ça, je n'avais pas cette information-là, mais effectivement, c'est des situations vraiment de panique très intense avec un dispositif qui n'est pas vraiment adapté en fait pour que tout se passe dans les meilleures conditions en termes de timing et en termes de dispositif. En tous les cas, on peut dire que même pour les gendarmes, aujourd'hui, les opérations de sauvetage des personnes en migration qui veulent traverser la Manche, c'est risqué. Donc ça montre aussi qu'il y a peu de moyens, en fait, il n'y a quasiment pas de moyens politiques alloués justement Ah oui, mais c'est extrêmement dur pour tout le monde. Il y a les services de secours, encore une fois, c'est ce que je disais, qui ne sont pas réellement dimensionnés. Nous, on estime que ce n'est pas suffisant en fait, pour réaliser du sauvetage de autant de personnes en même temps. Parce que, encore une fois, a priori, les opérations sont bien menées, tous les services font vraiment ce qu'ils peuvent, mais quand on imagine que sur une séquence, il peut y avoir plusieurs centaines de personnes qui prennent la mer et donc éventuellement plusieurs situations, plusieurs embarcations en détresse qui nécessitent une opération, réellement, factuellement, il n'y a pas assez de dispositifs matériels et de matériel à déployer pour que tout le monde puisse être, pour que les secours puissent s'occuper de tout le monde en même temps, en fait. C'est vraiment pas possible. Et les forces de l'ordre, ils ont une action qui est quand même hyper schizophrénique, quoi, parce qu'ils ont en tête et comme consigne d'arrêter les traversées avec l'intention de sauver des vies pour que les gens ne partent pas, ne prennent pas la mer, pour qu'ils ne risquent pas leur vie. Ça, c'est le discours officiel et c'est ce qu'on entend aussi, nous, sur le terrain de la part des forces de l'ordre. Les seuls moyens qu'on donne à ces gens, aux gendarmes, aux policiers, etc., c'est des LBD, des gaz lacrymogènes, enfin des gazeuses de gaz lacrymogène, des couteaux. C'est toujours pas du matériel pour sauver des vies, en fait. Du coup, tout le monde se retrouve dans des situations, c'est humiliant pour tout le monde, en fait. C'est vraiment humiliant même pour l'action publique. Et du coup, forcément, on se retrouve dans des moments hyper tendus qui nécessitent le recours à la violence par les forces de l'ordre. Donc évidemment, nous, associations, on est là, on voit ça sur le terrain. Bien sûr qu'on parle de violence policière et bien sûr qu'on parle de moyens qui ne sont pas mis en place pour être cohérents avec les discours politiques, à savoir sauver des vies, quoi. Il y a de la violence policière pour vous ? Il y a complètement de la violence policière. Encore une fois, les moyens qui leur sont donnés, c'est des armes de maintien de l'ordre, c'est du matériel de maintien de l'ordre. On parle de centaines de personnes, de familles, d'enfants qui sont en complète détresse, qui prennent la mer. Enfin, c'est hallucinant, les gens sont trempés, ils ont de l'eau jusqu'à la taille, ils sont flippés, ça hurle, ça crie, ça a peur. Il y a des gens qui n'ont... Enfin, les conditions de vie, en plus, quand on est resté une semaine, 2 semaines, 1 mois... exilé, bloqué à la frontière à Calais, ça veut dire vivre dans la boue, pas manger tous les jours, pas se laver tous les jours, dormir dehors, avoir froid, pas pouvoir changer son enfant comme on veut. Enfin, c'est impensable tellement c'est dur à imaginer tellement c'est tragique en fait. Donc évidemment ces moments-là sont terribles.
et l'intervention policière, étant donné qu'elle vient là pour empêcher le mouvement de partir, qui est leur seul choix à ces personnes. Bien sûr qu'il y en a qui se défendent, en plus d'ailleurs, clairement, mais de la même manière que si les seuls moyens qu'on donne, c'est de faire venir de la police avec des armes de maintien de l'ordre, sans aucun autre dispositif de médiation, d'accueil, il n'y a rien d'autre qui est pensé en fait. Donc évidemment, il y a de la violence. Justement, est-ce que ça fait partie d'une volonté politique de surcriminalisation et d'absence de dialogue? Ce qui m'amène à une autre question. Est-ce que vous pensez que est-ce que tu penses que nos élus ont compris quelque chose à la migration? Je pense que, je ne sais pas s'ils ont compris, pas compris, je ne sais pas si c'est une histoire de faculté intellectuelle, je pense que c'est une histoire vraiment d'intention politique, d'intérêt politique, de savoir, mais de s'en foutre. Parce que moi, je ne suis pas plus intelligente que les législateurs, des gens qui se font élire, des gens qui font les plus grandes écoles de l'administration. Donc, je pense que tout le monde est capable de comprendre que la migration est un fait social qu'on n'endiguera pas, en fait, qui disparaîtra jamais. Par contre, pour des intérêts politiques, pour des intérêts d'accès au pouvoir, pour des intérêts économiques, on choisit de s'en foutre. Bien, merci. C'est clair. Est-ce que ton asso, justement, Utopia 56, est aussi dans le viseur du ministère de l'Intérieur et de son patron zélé, Bruno Retailleau? Alors, je ne sais pas si on en est dans la to-do list de M. Bruno Retailleau. Par contre, on reste vigilant parce que ce qu'on a observé quand même sur les dernières années, en fait, c'est vraiment on voit bien qu'il y a des effets d'annonce comme ça qui sont lancés à l'encontre de certaines associations qui sont pour certaines hyper anciennes, hyper spécialisées, dans soit l'aide aux personnes vulnérables de manière générale, soit l'aide aux personnes étrangères, soit la lutte écologiste, etc. Donc il y a des effets d'annonce de dissolution, de couper des subventions, de rendre impossible la défiscalisation pour les dons des particuliers, etc. Nous, pour le moment, Utopia 56, encore une fois, je ne sais pas ce qui est prévu dans l'agenda du ministre de l'Intérieur, mais en tous les cas, on voit bien que l'entrave aux libertés associatives, c'est un sujet et tout le monde l'a remarqué, tout le monde le dit, tout le monde le voit. La Ligue des droits de l'homme en parle, Amnesty International en parle. Il y a une vraie inquiétude quand on entend un ministre de l'Intérieur qui vraiment jette du discrédit complet sur l'état de droit qui est a priori celui qui défend et protège les libertés, qu'elles soient individuelles ou associatives. Donc il y a de quoi être attentif, quoi. Et il y a aussi peut-être une vraie volonté d'amoindrir les moyens donnés aux associations. Quand on sait que Bruno Retailleau expliquait que les personnes retenues dans les centres de rétention administrative, les fameux CRA, ne devaient plus relever des assos, mais de l'Office français de l'immigration. Qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Alors déjà, nous, Utopia, on n'intervient pas dans les centres de rétention administrative. C'est des assos très particulières, très spécifiques, qui interviennent dans les centres de rétention, qui sont opérateurs de l'État. C'est des marchés publics auxquels répondent ces associations-là, pour intervenir dans les CRA, qui sont des lieux de privation de liberté dans lesquels sont enfermées des personnes qui n'ont commis aucun crime, aucun délit, sauf à ne pas avoir de papier et de régularisation en France. Donc il faut se rendre compte que c'est des gens qui sont enfermés comme en prison, et qui n'ont rien fait, à part ne pas avoir de passeport français, en l'occurrence, ou d'autres passeports qui leur permettraient d'être sur le territoire. Oui, la plupart, c'est des réfugiés, c'est ça ? Il y a des personnes qui sont... Il y a plein de situations administratives différentes parce qu'il y a beaucoup de gens qui y sont et qui ne devraient pas y être. D'où l'intérêt d'avoir des associations qui répondent à ce marché public, donc qui est renouvelé, je crois, tous les ans, ou je ne sais plus, et qui sont... c'est du travail de juriste. Donc c'est des gens qui répondent à aucune idéologie, c'est juste des juristes en fait qui font appliquer le droit et ensuite qui accompagnent les personnes devant le juge des libertés pour défendre leur cas. Et quand le juge des libertés enjoint à la libération de telle personne, c'est une victoire déjà d'une part pour cette personne. Mais là, ce matin, on apprend l'existence d'une circulaire du ministre de l'Intérieur qui s'adresse aux préfets, qui leur demande de faire appel systématiquement à la décision du juge des libertés. Donc on voit bien que quand d'un côté, il ne peut pas y avoir une vraie intention de défendre les droits des personnes si on veut que l'OFII remplace ces associations, puisqu'il faut savoir que l'OFII est sous tutelle du ministère de l'Intérieur, de la même manière que les préfectures et donc les centres de rétention appliquent les politiques du ministère de l'Intérieur. Du coup, ça n'a
un, pas de sens, et deux, c'est impossible de la part du ministre, de supposer et de nous faire croire que, bien sûr, l'OFII répondra à cette mission de défendre et de faciliter l'accès aux droits des personnes étrangères. Oui. Et d'ailleurs, me revient en tête le drame de Philippines, où peu de temps après, Bruno Retailleau avait ciblé les CRA, les centres de rétention administrative, qui les avaient un peu mêlés à des OQTF en faisant planer l'idée, et là je voulais te demander si c'était voulu, en faisant planer l'idée que dans les centres de rétention administrative, il n'y avait que des OQTF, ce qui est évidemment faux. Ouais, alors encore une fois, nous, Utopia, on n'est pas intervenant dans les centres, donc on n'est pas hyper spécialisé sur le sujet des OQTF, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est encore une fois observé par toutes les associations qui travaillent justement dans les CRA ou alors qui sont spécialisées dans l'aide juridique aux personnes étrangères, c'est que la France délivre énormément d'OQTF à un tas de gens qui ne peuvent pas relever de l'OQTF, en tous les cas qui ne peuvent pas se faire expulser en fait. Et là, Bruno Retailleau, après le fait divers et le décès de la jeune Philippine, a voulu étendre le délai de rétention à 210 jours, je crois, pour les personnes à caractère dangereux. Voilà, en fait, on a le droit pénal, on a les tribunaux en fait pour ça. Il n'y a pas besoin d'enfermer les gens a priori qui n'ont commis aucun crime, encore une fois, de les enfermer, parce que c'est ce qui va se passer en fait. Avant, le délai de rétention il était de 7 jours, je crois, il y a plusieurs dizaines d'années. Et au fur et à mesure, il se rallonge, c'est complètement normal. À chaque fois, la pilule passe parfaitement bien, et dans l'opinion publique et politiquement. Et à chaque fois, c'est sur le critère de oui, non, mais ce sera que pour ceux qui seront à caractère dangereux, etc. Et au final, on va se retrouver avec des gens, simplement pour la seule raison d'être étrangers, qui se font enfermer. C'est exactement vers là qu'on va. Donc c'est une mesure éminemment politique, quoi. Complètement. Et c'est de l'effet d'annonce, c'est de la com. Depuis 1999, plus de 455 personnes, mais sans doute beaucoup plus, sont décédées à la frontière franco-britannique. La faute à qui? Eh bien, c'est toujours pareil, c'est la faute à ceux qui appliquent des politiques et ceux qui pensent ces politiques de non-accueil et de fermeture de frontières et de rendre impossible le franchissement de certaines frontières, etc. C'est donc la faute à l'État britannique, la faute à l'État français, d'avoir scellé aussi un accord bilatéral entre les deux pays, à savoir les accords du Touquet, qui... c'est ça qui génère ce qui est en train de se passer, c'est que du coup la frontière britannique se trouve sur la borne littorale, sur le sol français, quoi. Et donc c'est la police française, avec des financements du gouvernement britannique, qui gère l'entrée et l'arrivée sur le sol français, la frontière, encore une fois, les contrôles, je veux dire, ont lieu à Calais, au port de Calais, quoi. Et si les gens en fait avaient la possibilité de rejoindre l'Angleterre pour demander une régularisation ou faire une demande d'asile, ça se passerait complètement différemment. Flore Judet, une de tes collègues de l'Auberge des Migrants, dit par ailleurs que les morts en mer ne sont pas des accidents, mais des fautes politiques, ce qui rejoint un peu ce que tu disais. Le business des passeurs, on en parlait très rapidement au début d'interview, ça rapporte gros. Un bateau de 60 personnes peut rapporter près de 200 000 euros. Est-ce que les passeurs, pour le coup, sont suffisamment inquiétés? Alors, nous, on n'a pas trop connaissance du nombre d'interpellations, de réseaux de passage, etc. Mais il y en a quand même régulièrement. On sait qu'il y a pas mal de procès de gens qui seraient liés à des réseaux de passage. Il faut savoir quand même que un réseau, comme tout réseau, il y a des gens qui vont travailler pour ce réseau et qui vont eux-mêmes être un peu victimes en fait, de ce système, en fait, qui vont travailler pour ce réseau pour avoir un peu d'argent, pour ensuite se payer son propre passage. Et c'est souvent ces gens-là en fait, qui sont jugés. C'est jamais les grosses têtes de réseau qui, elles, éventuellement s'enrichissent et effectivement sont sur quelque chose de bien plus dangereux, etc. Mais il y a des petites mains, comme on dit, qui font ça. Et le moteur, c'est la précarité, en fait. Et c'est encore une fois une frontière impossible à passer. Et on a un vrai phénomène qu'on retrouvait déjà en Méditerranée, qui est hyper ancien, c'est que pour traverser, donc effectivement c'est très cher, et pour certains, pour bénéficier d'une traversée gratuite ou alors à moindre coût, on va leur proposer de conduire l'embarcation. Ça veut dire que s'il y a un naufrage et une interpellation in fine, la responsabilité va être mise sur le conducteur de l'embarcation.
qui est juste une personne pauvre en fait. Et on se retrouve avec des jeunes, il y a un jeune là qui est incarcéré en Angleterre, il a 19 ans. Hein. Et il a rien demandé, entre guillemets, enfin, c'est tragique. Et d'autres, la question c'était de dire que ça rapporte gros en fait ce business-là, mais le business même légal rapporte gros aux États, aux industries de conception de dispositifs de surveillance, à Frontex. C'est pas juste les passeurs en fait qui s'engraissent sur la migration et sur des frontières fermées et meurtrières en fait. Il y a beaucoup d'intérêts économiques qui se cachent derrière l'externalisation des frontières, il y a beaucoup d'intérêts politiques et il y a beaucoup d'intérêts aussi financiers avec des industries qui vont faire de l'argent sur des dispositifs d'encampement humanitaire dans les pays tiers, dans des pays en Afrique, mais il y a aussi toute cette industrie de fabrication de drones, de barbelés, de frontières électrifiées, etc. C'est délirant en fait, tout ce que ça génère. Est-ce que Frontex est une antenne du RN quand on sait que l'ancien patron de Frontex s'est depuis rallié à Marine Le Pen? Est-ce que c'est une agence qui est surtout chargée effectivement de participer en premier plan à la criminalisation des personnes en migration? Frontex, c'est une agence européenne, hein, donc il y a tous les Européens, tous les pays européens qui ont cautionné ça. Hein, oui. Sa création en 2004, Frontex fête ses 20 ans là, il y a peu de temps, et fête, je ne sais pas, c'est combien de millièmes morts du fait de la politique menée par Frontex, qui effectivement a été dirigée pendant longtemps par un eurodéputé du Rassemblement national contre lequel nous on a porté plainte Utopia 56 avec la Ligue des droits de l'homme pour crimes contre l'humanité quand même et complicité de crimes de torture, donc c'est pas une demi-blague ce qui se passe à cause de Frontex et de ses agissements et de ses omissions en Libye, dans la mer Méditerranée, mais aussi entre la Grèce et la Turquie. Encore une fois, les gens meurent et à cause de l'action de Frontex et de la présence de Frontex, il y a des gens qui sont retournés en Libye, qui se font torturer, violer, mettre en esclavage et tout ça, tout le monde le sait, quoi. C'est pas un secret ce qui se passe en Libye et c'est sur facilitation de l'activité de Frontex, quoi. Charlotte, l'hiver arrive. Ce matin du 30 octobre, date à laquelle on tourne cette interview, des CRS ont délogé des mineurs isolés étrangers dans un tunnel des Halles à Paris. Ta réaction? C'était hier matin. C'était hier matin. Réaction, c'est que on les compte même plus en fait, et c'est là où on parle de harcèlement. Nous, c'est parce que c'est quotidien. Pour ces jeunes-là, ça a été quotidien. Au bout d'un moment, ils se retrouvent même dans une espèce d'acceptation et de résignation, c'est-à-dire qu'ils savent à peu près que la police va arriver à telle heure, du coup ils bougent leurs affaires pour ensuite se réinstaller, comme ce qu'on a observé à Calais depuis des années. C'est vraiment du harcèlement. Les gens, du coup, ils sont rendus à dormir 5 heures par nuit, 4 heures par nuit. Enfin, c'est quand même... C'est vraiment grave en fait, et c'est surtout qu'on les déloge pour ne rien leur proposer, qu'il fait froid, que ça fait des mois qu'ils sont là, que ça fait des mois qu'on alerte, que c'est des jeunes qui sont laissés dehors suite à une évaluation qui est menée par le département et la mairie de Paris. Donc tous les pouvoirs publics parisiens et d'Île-de-France sont très très au courant de la présence de ces jeunes. Il y a même les services d'urgence sociale de la mairie de Paris. Notamment. Il y a le 115, mais il y a aussi la mission d'urgence sociale de la mairie de Paris qui connaît la présence de ces jeunes, à qui on signale encore une fois tout ça. Quand ils se font déloger, c'est des dizaines de cars de CRS pour 80 jeunes qui n'ont rien demandé, juste à poser une tente en fait. Et donc c'est pareil, c'est devenu normal dans la tête des gens que la police dise à des gens qui n'ont pas de maison et qui veulent juste poser une tente ou dormir sur un trottoir, ce qui est déjà franchement pas acceptable. Ça paraît normal maintenant qu'on leur demande de bouger en fait. Et ça aussi, ce harcèlement-là, c'est pour dissuader et pour donner envie vraiment aux gens de disparaître. Hein. C'est vraiment pour que, à la fin, les gens n'en puissent tellement plus qu'ils décident eux-mêmes de disparaître parce qu'on les aura fait disparaître et faire passer l'envie au prochain de venir. Hein. Oui. La Suède veut associer la politique migratoire et l'aide au développement pour endiguer l'immigration irrégulière. Est-ce que c'est pour toi une bonne idée ? C'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que c'est une idée.
Ça permet plein de choses, mais ça permettra, encore une fois, jamais, jamais, jamais Donc c'est une idée merdique. de faire cesser le fait migratoire. Non, ça permet des choses, encore une fois, localement, bon voilà. Mais en fait, il y a beaucoup de chercheurs en fait, qui l'ont observé, parce que l'aide au développement, c'est pas nouveau, c'est pas une idée qui est sortie là de l'idée de la Suède, en fait. C'est quelque chose qui est mis en place et implémenté dans des pays tiers depuis hyper longtemps. Et c'est l'Europe, justement, pour essayer en tandem avec une politique répressive, d'avoir une politique d'aide au développement. Bon, déjà, le principe est étrange, mais toujours est-il que ça existe déjà depuis longtemps, que pour plein de raisons, ça a une forme d'efficacité, mais est-ce qu'on a vu moins de personnes arriver, moins de personnes avoir envie de partir, moins de personnes avoir besoin de partir de son pays? Non, en fait. Et c'est il y a beaucoup de chercheurs qui le disent, que l'aide au développement, mais comme d'autres choses, en fait, la mondialisation aussi fait que certains pays deviennent des pays en développement, et que quand on est dans un pays en développement, ben, ça veut toujours pas dire qu'on n'a pas besoin et envie de partir, parce qu'on a accès à l'information beaucoup plus facilement, on a accès à des formations, on a accès à d'autres choses qui font que, encore une fois, le besoin de partir, il n'est pas forcément du fait d'une précarité hyper intense ou d'un pays en guerre, mais il va continuer à exister. Et comment Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Bruno Retailleau, ils ne sont pas en capacité de convaincre quelqu'un de ne plus vouloir partir de son pays. Personne n'y arrivera, en fait. En fait, on en oublie d'avoir un dialogue avec les pays de départ. Il n'y a pas de dialogue entre les pays de départ et les pays d'accueil. Mais même quel dialogue serait efficace, en fait? Parce que là, le dialogue qui existe, par exemple, ça va être comme au Maroc hier, où il y avait Macron qui était au Maroc et qui demande, en fait, au Maroc de juste... Enfin, c'est une espèce de jeu de chantage, quoi. On fait du chantage diplomatique, économique, financier et politique avec les pays sur le dos des gens, quand même. Donc, enfin, le dialogue, il n'existe que là, en fait, encore une fois, le fait migratoire, c'est pas une masse de gens qu'on peut ranger, déplacer, à laquelle on peut s'adresser de manière uniforme en leur disant arrêtez s'il vous plaît de partir. Enfin, ça ne se peut pas, en fait, c'est pas réaliste. Et c'est factuel, quoi. Et c'est cette idéologie d'extrême droite qui fait croire qu'on pourrait, à coup de répression encore plus forte, à coup d'aide au développement, à coup de chantage justement diplomatique avec les pays, qu'on pourrait réussir à gérer ça. On ne gère pas une frontière. Quand l'Europe dit on va rajouter des moyens pour gérer les frontières européennes, derrière le mot gestion, c'est des milices et des gens qui meurent. Hein, et des gens qui sont renvoyés par pushback dans le désert et qui meurent de faim et de soif, quoi. C'est ça qu'il y a derrière le mot gestion. Donc personne ne gère rien du tout, en fait. L'extrême droite, justement, anglaise, vous cible régulièrement sur les réseaux sociaux. Vous avez saisi le parquet de Boulogne-sur-Mer. Où est-ce que ça en est? Alors la plainte n'a pas encore été déposée. En revanche, on a signalé effectivement voilà, les menaces qu'on avait reçues. De même qu'on a signalé quand cet activiste-là annonçait vouloir revenir sur la bande littorale vers Calais. Avec voilà, et puis en fait, avec tout un groupe de personnes, un certain nombre de véhicules, il donnait les dates, etc. Donc ça aussi, on l'a signalé aux autorités, au parquet, à la police aux frontières, etc. On le signale puisque c'est des gens dangereux, quoi, finalement. Dernière question, est-ce que vous êtes pessimiste pour l'avenir? Je sais pas. Je sais pas parce que bon, je pense que quand la solidarité s'organise, c'est on sent qu'il y a un côté un peu sans issue là-dedans. Ah bah il y a un côté, sans issue. Nous on la connaît l'issue. Enfin, l'issue en fait, elle devrait pouvoir exister dans la tête de tout le monde. Mais effectivement, il y a cette course au pouvoir, cette course à la domination rend tout ça sans issue. Maintenant, je pense que tout ça montre encore une fois la force de la solidarité qui vient, elle, sur le terrain, ramener des faits, ramener de la réalité, pour essayer d'être un contre-pouvoir et de ramener quand même tous ces discours-là à des choses très très factuelles, quoi, et se faire garde-fou de tout ce qui se passe. La société civile, c'est pas c'est pas des gens ignorants, en fait. La société civile, c'est les assos, c'est les avocats qui défendent ces personnes, c'est les personnes elles-mêmes. Enfin, c'est tout un ensemble d'acteurs qui sont des experts du sujet, en fait. Et je sais pas si, je pense pas qu'on le soit moins
que des ministres ou que des députés. Donc je pense que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ça démontre encore plus le besoin et vraiment d'accepter et de prendre de la légitimité justement pour nous, acteurs de la société civile, parce qu'on est les sachants en fait, les chercheurs, les assos, encore une fois les avocats, les juristes des assos sont les sachants en fait. Donc je pense qu'on a encore plus besoin de nous maintenant et besoin des gens, que les gens s'expriment eux-mêmes aussi, qu'on donne un peu du pouvoir d'agir à toutes ces personnes qui subissent très directement ces politiques, mais aussi aux autres acteurs qui les accompagnent, de donner du pouvoir d'agir. Mais il n'y a que des raisons d'être... c'est vrai que très factuellement, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Nous, on est inquiets tous les jours. On est inquiets tous les jours qu'on nous annonce un nouveau naufrage. Ça a été le cas ce matin. Tous les jours, on se réveille en pensant qu'il y a quelqu'un qui va mourir. Enfin, c'est très réel. Les gens eux-mêmes, ils prennent la route de la migration en sachant pas jusqu'où ils vont pouvoir arriver vivants. Enfin, il y a de quoi être inquiet, mais il y a surtout de quoi être révolté, quoi. Merci beaucoup, Charlotte. Merci.